Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première. C'est l'heure de votre édition d'information. Le Conseil des ministres de ce vendredi, présidé par le chef de l'État, a fait le point sur l'action du gouvernement à la suite de la présentation du rapport d'évaluation des 100 jours. Il a permis ainsi de mettre en lumière les avancées et les défis à relever pour garantir une action publique plus efficace, conforme aux attentes des Gabonais. Ce Conseil de ministres est très attendu par les Gabonais. Il intervient dans un contexte particulier au lendemain de la remise du rapport d'évaluation assigné aux membres du gouvernement durant les 100 premiers jours de leur action. C'est une étape décisive pour le gouvernement dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, dont l'ambition est d'ancrer l'action publique dans une logique de résultat, de responsabilité et de redevabilité. Dans une trajectoire positive, on voudrait qu'on aille plus vite dans les résultats, c'est normal, c'est légitime, les Gabonais attendent une amélioration de leurs conditions de vie. L'enjeu est de taille, il importe de mesurer concrètement l'impact des politiques engagées sur le quotidien des populations et évaluer le niveau d'exécution des engagements contenus dans le plan national de croissance et de développement PNCD, véritable socle de transformation économique et sociale du Gabon. Dans des secteurs stratégiques, à savoir l'énergie, l'eau, la santé, l'éducation, l'habitat, la défense, la diplomatie, le commerce ou encore la digitalisation de l'administration, le chef de l'État a exigé des résultats visibles, mesurables et immédiatement perceptibles par les citoyens. Après ces 100 premiers jours, les premières évaluations laissent apparaître un bilan globalement satisfaisant, porté par une dynamique de réforme, une accélération des chantiers prioritaires et une volonté affirmée de restaurer l'efficacité de l'État. Nous avons été nous-mêmes les premiers à dire ce que nous étions capables de réaliser. Maintenant, il est temps de faire le bilan. Beaucoup de choses ont été faites au cours des 100 jours et je laisserai aux Gabonais le soin de juger la satisfaction qu'ils peuvent avoir de l'action que nous avons menée depuis 100 jours. Le secteur de la santé illustre cette montée en puissance de l'action gouvernementale, l'optimisation des ressources humaines, la réhabilitation progressive des structures sanitaires, ainsi que le renforcement des plateaux techniques traduisent une volonté politique forte d'améliorer efficacement l'accès aux soins et les conditions de prise en charge des populations. Ces avancées concrètes viennent conforter la vision du président de la République, axée sur un État plus performant, plus proche des citoyens et engagé dans la modernisation du pays. Avec le PNCD, le gouvernement entend désormais transformer les attentes des Gabonais en résultats tangibles afin de bâtir un Gabon plus souverain, plus compétitif et davantage tourné vers le bien-être de ses concitoyens. Tenue africaine oblige lors de ce Conseil des ministres une volonté de promouvoir l'habit africain et l'identité culturelle nationale. Le Conseil des ministres de ce vendredi aura constitué bien plus qu'une simple réunion gouvernementale. Elle restera comme l'illustration du respect des engagements pris par le chef de l'État, notamment la décision adoptée lors du Conseil des ministres du 6 mai dernier instituant la valorisation du tissu africain au sein de l'administration publique chaque vendredi. Dans une atmosphère empreinte de solennité, d'élégance et de fierté identitaire, l'ensemble des membres du gouvernement, sans exception, s'est présenté en tenue traditionnelle africaine. Aux côtés du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, lui-même vêtu de pagne, les ministres ont offert une image forte d'unité nationale et d'attachement assumé aux valeurs culturelles africaines. Féliciter le chef de l'État pour cette décision. Le port du pagne en Afrique pour les femmes africaines, c'est quelque chose de très important. C'est la personnalité de la femme africaine. Donc aujourd'hui, je suis très fière d'assister au premier Conseil des ministres habillée en robe africaine.
C'est le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a voulu par cette décision montrer son ancrage profond dans l'identité africaine, pas seulement gabonaise, mais africaine. Il s'inscrit aujourd'hui dans cette unité africaine qui fait que c'est ensemble que ce continent va pouvoir émerger et donner des conditions de vie idoines à ses habitants. Le président de la République a eu la très bonne idée de permettre que dans l'administration publique, nous portons des tenues africaines. Ceci a pour effet de valoriser notre artisanat, de nous rappeler qui nous sommes, de rappeler notre culture, et je pense que c'est une fierté. Cela va dans le bon sens. Moi, je suis très fier d'arriver au palais présidentiel et de pouvoir assister, participer à un conseil de ministres en étant habillé comme un Africain s'habille usuellement. Tous élégants, raffinés et soigneusement vêtus, des coupes aussi diverses que remarquables, les membres du gouvernement ont sublimé le tissu africain avec modernité et distinction. Chaque tenue traduisait à la fois une identité, une histoire et une richesse culturelle propre, transformant la salle du Conseil en véritable vitrine du patrimoine africain et gabonais. C'est une vision d'un homme, d'un chef d'État qui nous amène des valeurs africaines que nous devons absolument préserver. Il a été pris une décision de porter tous les vendredis au niveau de l'administration gabonaise d'être en tenue africaine, donc en pagne. Et c'est notre premier conseil de ministres qui va nous donner l'impression d'être entre nous en Afrique et discuter des problèmes de la République, et c'est une fierté. La valorisation de nos traditions, c'est la valorisation de notre culture. Vous savez que ce qui constitue tout homme, c'est d'abord son identité culturelle. En portant le pagne aujourd'hui, c'est la fierté gabonaise. Ça permet également de lancer un appel, parce que le port du pagne par les plus hautes autorités doit être suivi des faits sur l'ensemble du territoire national. C'est également des opportunités économiques pour nos tailleurs, les personnes qui travaillent dans l'industrie du textile, et c'est également aussi la valorisation de la femme et des hommes gabonais qui revendiquent leur culture. Au-delà du symbole vestimentaire, cette démarche porte une ambition plus profonde, celle de réhabiliter la culture africaine dans les espaces institutionnels, promouvoir nos traditions et renforcer la fierté de notre identité collective. Le pagne devient ainsi bien plus qu'un simple habit. Il s'impose désormais comme une marque de souveraineté culturelle, de dignité et d'enracinement. Par cet acte hautement symbolique, le chef de l'État imprime une nouvelle dynamique où modernité et tradition avancent ensemble afin de bâtir un Gabon fier de ses racines, conscient de son héritage et tourné vers l'avenir. Les chantiers de la cité administrative Émeraude et la Baie des Rois ont été visités par une délégation présente à Libreville à l'occasion de la retraite annuelle des envoyés spéciaux et hauts représentants de l'Union africaine et des Nations unies. Bienvenue Miko Frégis Amekekenda. Cette visite est une réelle immersion au cœur du nouveau Gabon impulsé par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle illustre l'intérêt croissant des personnalités de renom et institutions africaines pour le modèle de modernisation engagé par le pays, symbole de retour progressif du Gabon sur la scène africaine et internationale. À la cité Émeraude, les visiteurs ont pu mesurer l'ampleur de cette transformation urbaine fondée sur un urbanisme moderne, inclusif et centré sur le bien-être des populations. Mon seul conseil serait de les encourager. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie et que ce type de développement devrait s'étendre afin de proposer davantage de logements aux Gabonais à faible revenu, pour que toute la ville se développe harmonieusement. Voilà mon seul conseil. Les Gabonais ont été extrêmement accueillants et nous avons été ravis de leur hospitalité ces 2 derniers jours. Nous espérons revenir très bientôt. À la Baie des Rois, véritable vitrine du renouveau urbain de Libreville, la délégation a découvert une vision ambitieuse alliant architecture futuriste, infrastructure moderne, espace résidentiel, mais aussi attractivité économique.
Ce projet emblématique redessine progressivement le visage de la capitale et affirme la volonté du Gabon de se hisser parmi les métropoles africaines les plus attractives et innovantes. Regrouper les ministères au niveau de la proximité entre le citoyen et le secteur public, c'est fondamental. On a vu ici la Baie des Rois, une préoccupation d'il y a longtemps, de préservation de la nature, d'éducation aussi des jeunes à la nature et à la sensibilité par rapport à la préservation de l'environnement. Ce sont des choses tout à fait actuelles en termes de préoccupation. C'est une vision qui s'installe dans un futur meilleur pour le Gabon. Donc je pense que pour nous qui sommes des dirigeants politiques, il n'y a que du bonheur et de l'espoir lorsqu'on voit des choses réalisées au Gabon. Et on souhaite que le Gabon continue sur cette voie. Avec ces investissements structurants, le président de la République confirme sa détermination à bâtir un Gabon nouveau, moderne, compétitif et rayonnant. Libreville change de visage, gagne en prestige et s'affirme désormais comme une capitale africaine d'avant-garde, ouverte sur le monde et porteuse d'une nouvelle identité visuelle et économique. La présence de cette délégation de hautes personnalités confère à cette visite une portée diplomatique majeure. Le Gabon écrit aujourd'hui une nouvelle page de son histoire et Libreville la Belle, toute scintillante, se réinvente comme une capitale africaine d'avant-garde, élégante, ambitieuse et manifestement ouverte sur le monde. Et le séminaire de renforcement des capacités des sénateurs sur les règles et le fonctionnement des commissions générales permanentes a connu son épilogue. Nathalie Oké et Gaius Mbeleovuno nous confient les conclusions. Les 52 sénateurs du groupe parlementaire UDB, nouvellement élus, ont bénéficié d'un séminaire technique sur la complexité du règlement des procédures législatives et des leviers d'action qui régissent le travail du sénateur. Sans ces outils indispensables, un groupe parlementaire ou encore ses membres pourraient perdre en crédibilité. Que doit faire un sénateur qui arrive, qui n'est pas convaincu par une loi, mais qui doit quand même la voter? Nous savons que les présidents de groupes parlementaires reçoivent beaucoup de pression. Ces pressions proviennent soit du gouvernement. L'un des objectifs visés par ce séminaire, donner à ces derniers les clés théoriques et pratiques pour exercer pleinement leur mandat dès le début de leur magistère. Il faudrait éviter que, parce que vous êtes la majorité, que tous les textes vont venir, ils vont passer comme à la pause, une lettre à la pause. Non, le président du groupe se concerte en permanence avec la direction du parti. Se concerte. Quand ça ne va pas, vous devez aller défendre vos collègues. Je prends un exemple. Un texte, on avait pris un texte, un ministre qui est venu, il voulait faire passer un texte de force. Mais il y a des sénateurs qui ont posé des questions, comme ça, dit bon non, c'est le président de la République, c'est le texte du président de la République. Hein? Si vous ne voulez pas voter, c'est vous-même là-bas. Un atelier animé par des experts en procédure parlementaire, des universitaires spécialistes du droit constitutionnel. On constate que majoritairement, ils sont à leur première expérience parlementaire. Et pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres, nous devons en tant que groupe parlementaire d'organiser ce type de séminaire pour renforcer la technicité, pour renforcer les compétences et faire en sorte que nous soyons à la mesure et à la hauteur des challenges qui sont les nôtres. Au terme, les participants seront à même d'intervenir de façon pertinente lors des plénières, de construire une stratégie d'influence sur les textes en lien direct avec leur circonscription politique. Le port du pagne effectif à la Cour constitutionnelle ce vendredi, Doris Rose Goulouf et Keshan Sam Kousson Kanawa a surpris le personnel en pleine cérémonie de descente des couleurs. Patriotisme, solennité et valorisation des traditions nationales. Ce vendredi, la Cour constitutionnelle a une nouvelle fois sacrifié à la tradition républicaine de la descente des couleurs dans une ambiance empreinte de respect et d'unité. Opérant de la haute juridiction, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abaono, fait son apparition en tenue traditionnelle africaine. À ses côtés, les juges constitutionnels
ainsi que l'ensemble du personnel de l'institution, également vêtus de pagnes africains, affichent leur attachement aux valeurs culturelles et républicaines. Sous le mât de la Cour constitutionnelle, tous se regroupent pour assister à la descente solennelle du drapeau national. Au-delà du cérémonial, cette tradition hebdomadaire traduit l'engagement des membres de la haute juridiction à préserver les symboles de la République et promouvoir les valeurs de citoyenneté, d'unité et de respect des institutions. Une cérémonie symbolique qui met également en lumière la richesse culturelle gabonaise à travers le port de la tenue africaine, devenue au fil du temps un marqueur d'identité et de cohésion au sein de plusieurs administrations publiques. Ainsi, à la Cour constitutionnelle, la descente des couleurs demeure bien plus qu'un rituel républicain, un moment de communion nationale et d'expression de devoirs citoyens. Et puis à la suite de la déclaration du directeur général des transports terrestres sur la clarification du conflit des compétences entre le ministère des Transports et les communes, la mairie de Libreville s'est prononcée sur la gestion des sites urbains d'embarquement et des débarquements des personnes et des marchandises. Nathalie Oké, Oreizette Claire, Nzouanela. Monté au créneau de la mairie de Libreville. Au cours d'une déclaration officielle, les autorités municipales ont tenu à réagir aux propos du directeur général des transports terrestres relatifs à la gestion des emprises routières des sites urbains d'embarquement et de débarquement. Le directeur général des transports terrestres a invité les opérateurs économiques à se faire enregistrer auprès de la Direction générale des transports terrestres prétendant disposer des compétences exclusives en la matière. À cet effet, le maire de la commune de Libreville, M. Ejenba, tient-il à rappeler aux opérateurs économiques des transports exerçant sur le territoire communal que conformément aux dispositions de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, en son article 48, 7e et 8e tiré. Le maire est chargé d'organiser les services publics de transport urbain et de réglementer la circulation routière dans le périmètre urbain. Ces dispositions ont été reprises et précisées par le décret numéro 0453/PR/MISD du 14 novembre 2025, portant transfert des compétences et des moyens de l'État aux collectivités locales pour la première phase. En son article 2 relatif aux compétences transférables par le ministère des Transports aux collectivités locales. À ce titre, l'organisation de transport urbain, la délivrance des autorisations de stationnement ou des dépôts pour une occupation temporaire du patrimoine routier, entre autres, relève de la compétence des collectivités locales. Reste désormais à observer si cette prise de position ouvrira la voie à un dialogue institutionnel entre les différentes parties concernées pour une gestion harmonisée des emprises routières. Et à présent, la déclaration du maire de Libreville relative à cette actualité. Communiqué de la mairie de Libreville. Le mardi 19 mai 2026, le directeur général des transports terrestres a organisé une rencontre largement médiatisée, au cours de laquelle il a annoncé la reprise des activités de transport terrestre sur toute l'étendue nationale. Faisant mention des prérogatives du ministère des Transports sur la gestion des sites d'embarquement et des débarquements des personnes et des marchandises, à la suite du conflit des compétences ayant opposé ce ministère aux collectivités locales, en l'occurrence la commune de Libreville. Par la même occasion, le directeur général des transports terrestres a invité les opérateurs économiques à se faire enregistrer auprès de la Direction générale des transports terrestres prétendant disposer des compétences exclusives en la matière. À cet effet, le maire de la commune de Libreville, M. Ejenba, marque son étonnement au regard des déclarations tendancieuses et d'une transgression manifeste des dispositions légales et réglementaires en vigueur
dont le directeur général du transport terrestre fait preuve. Ces déclarations vont s'aimer la confusion dans l'esprit des opérateurs économiques. Alors que la question du conflit des compétences entre le ministère des Transports et les collectivités locales était clairement réglée sur le plan légal et réglementaire. Aussi, le maire de la commune de Libreville tient-il à rappeler aux opérateurs économiques des transports exerçant sur le territoire communal que conformément aux dispositions de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, en son article 48, 7e et 8e tiré. Le maire est chargé d'organiser les services publics de transport urbain et de réglementer la circulation routière dans le périmètre urbain. Ces dispositions ont été reprises et précisées par le décret numéro 0453/PR/MISD du 14 novembre 2025, portant transfert des compétences et des moyens de l'État aux collectivités locales pour la première phase. En son article 2, relatif aux compétences transférables par le ministère des Transports aux collectivités locales. À ce titre, l'organisation de transport urbain, la délivrance des autorisations de stationnement ou des dépôts pour une occupation temporaire du patrimoine routier, entre autres, relève de la compétence des collectivités locales. Lors du dernier Conseil des ministres, daté du 30 avril 2026, les dispositions visées ci-dessus ont été renforcées par un nouveau décret qui est en attente de publication. Au regard de ce qui précède, le maire de la commune de Libreville rappelle aux opérateurs économiques exerçant sur le territoire communal que seule la commune de Libreville est compétente pour organiser les services publics de transport urbain et réglementer la circulation routière sur le périmètre urbain. En conséquence, tout opérateur économique qui ne se conformera pas aux présentes dispositions s'expose aux sanctions administratives et pénales prévues par les textes en vigueur. La police municipale est mise à contribution aux fins du strict respect des présentes prescriptions. L'audit interne devient aujourd'hui un partenaire stratégique dans la gouvernance des organisations. Ce vendredi à Libreville a eu lieu la 3e édition de l'Internal Audit Day, une rencontre placée sous le signe de la performance, de l'innovation et de la maîtrise des risques à l'ère du numérique. Dans cette salle polyvalente, les discussions s'enchaînent sur 2 points clés: anticiper les risques, comprendre les mutations numériques et renforcer la gouvernance des organisations publiques comme privées. Pour cette 3e édition de l'Internal Audit Day, l'IA Gabon Agassi réunit experts, dirigeants, universitaires et professionnels autour d'un thème central: faire de l'audit interne un véritable partenaire stratégique de confiance. Il s'agit de rappeler avec force la place fondamentale de l'audit interne et par ricochet des métiers de contrôle dans toutes les sphères de nos organisations. Il est temps de faire évoluer définitivement les perceptions. L'auditeur interne n'est pas un gendarme, il est un partenaire stratégique et de confiance. Durant les panels, plusieurs problématiques ont été abordées. Nouvelles normes 2025, cybersécurité, intelligence artificielle, culture du contrôle ou encore souveraineté des risques dans un environnement mondial en constante mutation, avec en prime la nécessité de former des professionnels capables d'écouter, d'analyser et d'alerter avec rigueur. Ils doivent être en contact permanent avec les opérationnels qui, parce qu'ils font le boulot au quotidien, doivent leur permettre de mieux comprendre le business. Un auditeur interne peut aller dans toutes les activités. Entre conférences, keynote et échanges techniques, l'événement se veut aussi un espace de connexion. L'Internal Audit Day constitue ce cadre unique où toutes les forces vives se rencontrent pour dessiner l'avenir. Chers professionnels, sortons de nos bureaux, parlons,
sensibilisons, échangeons et faisons rayonner la valeur de nos métiers. À travers cette 3e édition, l'Internal Audit Day ambitionne surtout de repositionner l'audit interne comme un levier stratégique au service d'institutions plus transparentes, plus résilientes et mieux préparées aux défis du futur. En prélude au lancement de la radio panafricaine, Africa numéro 1, les anciennes gloires de cette radio ont partagé avec le ministre de la Communication plusieurs astuces pour que la station retrouve ses lettres de noblesse. Patrick Simangoy et Rodrigue Simangoy. Elles sont venues, ces anciennes gloires de la radio panafricaine Africa numéro 1, au cabinet du ministre de la Communication et des Médias, faire part à Germain Biaoudjo et partant au gouvernement et au chef de l'État de leur expérience positive et négative vécue des années durant. Ces journalistes, producteurs et techniciens émérites estiment qu'à la veille du lancement de la nouvelle Africa numéro 1, le devoir les oblige à faire des propositions concrètes dans un contexte où les médias sont devenus des entreprises. Les futurs responsables, qu'ils soient journalistes, ingénieurs, techniciens, animateurs, qu'est-ce que vous voulez, doivent maîtriser, mieux s'approprier les contraintes élémentaires de comptabilité, de gestion, de marketing et de management, ce qui est encore au Gabon un pauvre débat intellectuel. Chacun des anciens d'Africa numéro 1 a donné ici une touche personnelle. Nous avons encore beaucoup à offrir à la postérité. Nous avons cette jeunesse talentueuse qui arrivera certainement aux portes d'Africa numéro 1 et qu'il faudra accompagner parce que Africa numéro 1, c'est une vision, j'ai envie de dire plus. C'est un esprit. Africa numéro 1, ce sont des valeurs, c'est l'éthique, c'est la déontologie, c'est le talent certes, mais c'est la rigueur et la responsabilité en termes de gestion de l'information. Africa numéro 1 doit redevenir, plus qu'un instrument de conquête, le porte-étendard du leadership gabonais. Je pense que dans l'histoire des médias, c'est la première fois qu'un média du Sud arrive à battre un média du Nord. Nous, on était à cette époque-là à 20 millions d'auditeurs. Moi, particulièrement, j'ai insisté sur l'inévitable utilisation de l'intelligence artificielle qui va faire en sorte que ce dont nous rêvions, c'est-à-dire la confluence entre les différents médias, est devenu une réalité. Flavienne Issembe, Anna Klendongwa, Pierre-Noël Bochika Bobé, Chris Mandama, Eugène Elamba, Théophile Ndongeda, Irène Dembe et Dred Paul Mouketa, des hommes et femmes passionnés de la radio et de la télévision sont prêts à donner de leur énergie pour accompagner le nouveau bébé Africa numéro 1 aux côtés des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Et la masterclass sur la professionnalisation des métiers du protocole, des relations publiques et de la communication institutionnelle se tiendra à Libreville du 25 au 30 mai prochain. Elle sera animée par des experts nationaux et internationaux, des diplomates et spécialistes de l'innovation. Les promoteurs de cet événement se sont exprimés face à la presse ce matin. Martel Koumba et Tito Mohamed. Pendant 6 jours, Libreville va abriter l'édition 2026 de Gabon Contact Protocol, une plateforme présentée comme une référence en Afrique centrale pour les métiers du protocole et de la diplomatie. Au programme, plusieurs modules consacrés aux institutions publiques, aux organisations internationales, aux cérémoniales, à la sécurité, mais aussi à l'innovation et à l'intelligence artificielle appliquée aux pratiques protocolaires. Lors de la formation, vous aurez aussi la présentation de ce que nous entendons par institutions publiques et ce que nous entendons par organisations internationales. Ce qui nous fait dessiner les premières personnes à qui ces formations sont données. Des experts venus du Gabon, de France, de Côte d'Ivoire ou encore d'Allemagne prendront part aux travaux. Parmi eux, des responsables des Nations Unies, des diplomates et des spécialistes du protocole institutionnel. Nous ne formons pas la porte à monsieur tout le monde qui souhaiterait apprendre du protocole, parce qu'il faut savoir aussi que dans nos formations, et notamment en ce qui concerne le protocole, il y a un grand aspect qui concerne le savoir-vivre. Au-delà de la formation, cette masterclass vise aussi à renforcer le rayonnement du Gabon comme carrefour régional de la diplomatie, du leadership et des relations publiques. Et notre challenge, notre combat, c'est effectivement de donner ces armes-là à ces personnes-là qui n'ont pas eu la possibilité d'aller faire carrière ou d'aller apprendre quelque part. C'est pour former les gens à bien positionner aussi la presse lors des cérémonies, lors des grands événements. C'est très important ce qu'il a souligné. On voit avec désolation comment la presse est
traiter. Des ateliers pratiques, des simulations protocolaires ainsi qu'une remise de certification viendront clôturer les travaux le 30 mai prochain. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Karl Monda, réalisateur de cette édition d'information, ainsi que toute son équipe, se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end accompagné de nos programmes. Bonsoir et à bientôt sur Gabon Première.